amis, la famille, le facteur. Eh oui. Confinement. Pour créer du lien, y a plus que l'ordinateur. Seulement voilà, nettoyer souris et clavier à chaque fois. Au gel hydraulique, ça le fait pas. C'est tout poisseux, c'est tout caca. Confinement, c'est ce qu'a décrété le gouvernement. C'est peut-être parti pour 15 jours, 6 mois, 1 an. Il paraît que c'est la guerre contre un virus virulent. Non, restons sérieux. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre, celui du rapport de stage. Cette vidéo s'adresse aux élèves de Bac Pro Aménagement Paysager et surtout les élèves qui sont en classe de terminale, c'est-à-dire ceux qui vont devoir passer l'épreuve au mois de juin du rapport de stage. Voilà. Donc là, forcément, on arrive dans la phase d'écriture maintenant, puisqu'il va falloir bientôt rendre le rapport. Et donc, je vous propose un petit tuto qui peut vous aider pour rédiger ce document d'une vingtaine de pages. Voilà. Eh bien c'est parti. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder une petite vidéo pour les élèves de Bac Pro Aménagement Paysager, les classes de terminale qui vont devoir présenter le rapport de stage au mois de juin prochain. Alors, on arrive dans la phase d'écriture. Ils ont dû réaliser des chantiers, des activités, et maintenant il va falloir donc réaliser ce document de 20 pages et ensuite préparer l'oral. Alors, ce petit tuto là que je vais vous présenter, c'est pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on attend dans ce fameux rapport de stage qui fait une vingtaine de pages. Alors, dans un premier temps, tout simplement la page de garde. La page de garde, on doit y trouver le nom, le prénom, hein, une petite page de garde, mettons, cartonnée, avec un petit plastique dessus, voilà, parce que c'est un document relié, hein, voilà. Avec le titre rapport de stage, Bac Pro Aménagement Paysager, voilà, avec des majuscules et puis des S. Et il s'agit de la promotion 2020. Alors pour ce qui est du sommaire, eh ben le plan, donc on va se fixer un plan. Alors ce plan, il pourrait être divisé en 3 parties. Voilà ce que je vous propose. Ces 3 parties, c'est grand 1 le contexte, grand 2 le déroulement du chantier, grand 3 les diagnostics. Voilà. Donc dans un premier temps, on commence par, mettons, l'introduction. La première page, celle qui est paginée, la première, c'est l'introduction. Voilà. Le sommaire, dans le sommaire, on doit trouver le plan du rapport et les pages surtout. Donc, une intro et une conclusion. Et entre 3 parties, voilà. La première, le contexte du chantier. Une deuxième sur les étapes de l'activité, et une troisième sur les points forts et les points faibles, l'analyse, ce que j'appelle les diagnostics du chantier. Alors, en ce qui concerne l'introduction, l'introduction, finalement, c'est pas trop compliqué à faire. Dans l'introduction, dans un premier temps, je me présente. Ensuite, donc je me présente, je m'appelle, je suis en formation par alternance, j'ai choisi ce métier pour telle et telle raison, et je suis en stage ou en apprentissage dans telle entreprise. Ensuite, on présente l'entreprise et son maître de stage rapidement, hein, peut-être même un petit mot sur les statuts juridiques par exemple. Et puis ensuite, dans un troisième temps, on présente
l'activité qu'on a choisie, voilà. Et enfin, on annonce le plan, c'est-à-dire dans un premier temps, j'aborderai le contexte, dans un second temps, les différentes étapes de l'activité, et enfin, j'analyserai les points forts et les points faibles du chantier. Alors, pour ce qui est du rapport de stage, pour le sujet, je pense que ce qui est le plus important, c'est de bien choisir le sujet. Oui. Il faut choisir un sujet qui vous plaît, un sujet où il y a matière à discuter et un sujet intéressant. Vous avez pris plaisir à réaliser cette activité et il faut que ça se voit. Parce que quand vous allez la raconter, ce que vous avez vécu, si vous voulez, ça va transpirer. Voilà. Donc, il faut bien choisir son sujet. Ça, c'est très très important. Puis après, bon, on va suivre le plan, hein, voilà, contexte, déroulement et diagnostic. Et puis, vous terminerez par une conclusion, mais ça, on verra tout à l'heure. Alors, première partie, contexte du chantier. Alors, le contexte du chantier, c'est tout ce qui gravite, en fait, tout ce qui gravite autour de la présentation de ce fameux chantier. Alors, qu'est-ce qui peut graviter ? Oui, alors qu'est-ce qui peut graviter autour de ce chantier? Le contexte, c'est dans un premier temps un client. Donc il faut tenir compte de la demande du client. Est-ce qu'il s'agit d'un client d'un particulier ou d'une collectivité? Est-ce que c'est un client qui est plutôt en milieu urbain, périurbain ou à la campagne? Est-ce que c'est une résidence principale, une résidence secondaire, etc. Donc ça, la présentation du client. Ensuite aussi la situation géographique par rapport au lieu de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, le rayon d'action. Et puis le contexte, il va falloir présenter aussi dans le contexte peut-être le projet, voilà, une proposition, le projet d'aménagement. Avec des plans, des croquis, peut-être. Alors il ne faut pas que le document devienne un album photo, mais quand même c'est bien d'incruster dans le document des illustrations, des plans, des coupes, etc. Vous pourrez aborder aussi dans le contexte l'aspect environnemental, c'est-à-dire l'état des lieux, c'est-à-dire la photo, la photographie du chantier au moment où vous êtes arrivé. Sans oublier de parler, si vous voulez, d'insister sur le côté paysage, la nature du sol, le climat, parce que à la fin du rapport, vous allez devoir analyser différents points, et notamment le côté écologique, par exemple. Donc, c'est bien de pouvoir l'aborder forcément auparavant. Il faudra aborder aussi le côté économique, alors parce que vous aurez, le jour de l'épreuve orale, vous aurez trois personnes devant vous, un jury constitué de 3 personnes, un professionnel, un prof technique et un prof d'économie. Donc forcément, le prof d'économie va vous poser quelques questions, et dans ces questions, il va vous demander par exemple qu'est-ce qu'un coût de revient, et de faire la différence entre un coût de revient et un prix facturé. Puis ce chantier, il a commencé à telle date, voilà, il a duré tant de semaines, et puis nous étions tant de personnes, voilà, et tous ces éléments-là, déjà, ça nous permet d'avoir des éléments économiques. Alors, première partie. Alors, dans la première partie, si vous voulez, on a dit dans le sommaire tout à l'heure, on a dit qu'on pourrait le diviser en 4 points. D'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre très exactement ABCD, mais bon, quand même, voilà, ça vous fait, ça vous donne une piste. Alors, le client, comme j'ai expliqué, hein, présenter le client, en fait, c'est pas le nom et l'adresse qui nous intéresse, c'est le type de client, voilà, et de quoi il a besoin, voilà, de pouvoir mesurer ses souhaits, ses besoins, et de pouvoir lui faire une proposition, et cette proposition, ce plan qu'on va faire, il faut que ça réponde à ses souhaits, que ce soit réalisé en fonction de l'état des lieux, et que ça rentre dans le budget. Voilà.
Alors, il faudra ensuite présenter l'activité, le chantier et l'activité que vous avez réalisée. Et puis, ça peut passer aussi par ce qu'on appelle un état des lieux, c'est-à-dire la photo du terrain et des besoins du client au moment où vous êtes arrivé. Alors, dans un premier temps, le client. On va dire le client, il faut se poser la question s'il s'agit d'un particulier ou d'une collectivité. Est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un petit jardin, un grand jardin, en milieu urbain, périurbain ou à la campagne, voilà. Ensuite, et peut-être un petit mot aussi sur le devis, c'est-à-dire la proposition chiffrée qu'on va réaliser. Voilà. Alors peut-être une première approche, voilà, sans s'étaler. Hein. Et toujours dans le contexte, on pourrait aborder la situation géographique. Elle fait bien partie du contexte. Cette situation géographique, c'est savoir par exemple quel est le rayon d'action où se trouve l'entreprise. Vous pouvez aussi dans cette partie présenter la carte professionnelle de votre entreprise, s'il y en a une, et pourquoi pas un petit croquis, un petit plan du chantier. Chaque carte, chaque commentaire doit être complété par un petit commentaire personnel. Voilà. Et ce commentaire, il faut bien choisir les mots, parce que le jury, il y a de grandes chances pour qu'il rebondisse sur ces commentaires. Donc, si vous choisissez bien les mots du commentaire, eh bien ça vous permet d'anticiper et d'inviter le jury à poser telle ou telle question. Pour ce qui est de ce plan de situation, par exemple, là, situation géographique, voilà, par exemple, avec une carte qu'on a trouvée sur Google Maps, par exemple, vous faites un copier-coller, tac, de la carte, et puis vous y rajoutez, vous voyez, le lieu de l'entreprise, le lieu où sont les principaux fournisseurs, les principaux clients, et vous pouvez déjà débuter en expliquant les avantages et les inconvénients, le temps qu'on perd sur la route, etc. Les trajets, bon, c'est à prendre en compte, parce que si on fait des chantiers qui sont très très loin et qu'on passe les 3/4 du temps sur la route, on n'est pas tellement dans des heures productives. Là. Alors, ensuite, toujours dans le contexte, on peut aborder aussi l'état des lieux. Voilà. L'état des lieux, c'est quand on arrive, si vous voulez, depuis le premier contact avec le client, on va donc faire connaissance, on va découvrir la composition de la famille, et puis de quoi il a besoin, ses souhaits, et puis ensuite on va analyser le site, c'est-à-dire le sol, le climat, si vous voulez, le relief, les vues à mettre en valeur, les vues à cacher. Si vous voulez, on va commencer à réfléchir un petit peu à l'aménagement. Mais dans un premier temps, en tous les cas, on appelle ça l'état des lieux, et puis ça débouche sur un croquis ou sur un plan qu'on appelle le plan d'état des lieux. Alors il ne faut pas négliger non plus l'aspect environnemental, c'est-à-dire observer la flore spontanée. La flore spontanée, ça va nous donner un indice sur la nature du sol, et puis ça peut nous donner des idées d'aménagement aussi, voilà, en fonction de la nature des roches qui dépassent, en fonction de la végétation en place. Du relief, etc. Est-ce que c'est un bord de mer? Est-ce que c'est à la montagne? Est-ce que c'est en plaine? Il y a toujours des éléments en général à mettre en valeur et d'autres à cacher. Naturellement, toujours bien choisir et chaque fois que vous faites vous rajoutez un croquis ou un plan, eh bien vous le complétez par un commentaire. Alors, on arrive déjà à la deuxième partie, déroulement du chantier. Alors dans cette partie, si on se base sur le sommaire qu'on s'était fixé au début, on va l'articuler en 3 points. Ce que je vous propose, c'est pour débuter une frise chronologique, pour situer les étapes,
Ensuite, annoncer les moyens mis en œuvre pour réaliser cette activité, de quoi vous aviez besoin. Et enfin, expliquer, naturellement, expliquer comment vous faites telle et telle étape. Voilà. Expliquer techniquement ce que vous avez fait. Alors, donc, dans un premier temps, premier point, la frise, les moyens mis en œuvre, et puis l'explicitation des étapes. Alors, pour ce qui est de la frise chronologique, ce que je vous conseillerais peut-être, c'est un peu d'originalité, voilà. Naturellement, vous allez expliquer l'ordre des étapes, mais pas seulement. Peut-être que c'est l'occasion de le faire avec, je dis, un peu de créativité, quoi. Alors, bon, moi j'avais idée comme ça de faire une frise chronologique en bande dessinée, mais bon, vous pouvez aussi réaliser une montage vidéo aussi, une petite vidéo que vous présenterez, vous avez le droit de présenter un support hein, lors de votre oral. Donc là, c'est l'occasion de présenter quelque chose, de faire la différence. Voilà. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est une petite pause. Je vais vous présenter une petite vidéo que je vais réaliser, c'est-à-dire transformer des photos en dessin, et ça peut vous donner des idées, ma foi. Alors voilà, on fait un petit entracte. Petit entracte avec cette petite vidéo. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. When you feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one
Grand B, les moyens mis en œuvre, donc. C'est-à-dire de quoi on a besoin. Pour réaliser cette activité. Alors, dans un premier temps, forcément, on a besoin de main-d'œuvre. On a besoin aussi de matériel et de fourniture. Alors, on va faire dans l'ordre. D'abord la main-d'œuvre. La main-d'œuvre sur le chantier, il s'agit de qui? D'abord, premièrement, il s'agit du chef d'entreprise. Donc on peut le présenter un petit peu rapidement, mais bon voilà. Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que c'est une SARL? Est-ce que c'est une URL? Voilà. Est-ce que c'est une entreprise en nom propre, etc. Ensuite, les ouvriers. Alors les ouvriers, ils ont chacun des compétences, des spécialités. Des fois, il y en a qui travaillent plutôt sur le secteur création, d'autres surtout l'entretien, d'autres plutôt la maçonnerie, d'autres plutôt pour l'arrosage intégré, etc. Il peut y avoir des mecs spécialisés dans différents domaines. Alors, les stagiaires et les apprentis, parce que les entreprises ont besoin des stagiaires et des apprentis, et les stagiaires ont besoin des chefs d'entreprise. Puis on a la sous-traitance, ça fait partie de la main-d'œuvre. La sous-traitance, ça consiste à faire travailler d'autres entreprises et pour le même chantier, par exemple. Alors, vous pouvez aussi, comme ça, voir le rôle de chacun des intervenants sur le chantier. Ils ont chacun peut-être des spécialités, etc. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi aborder le prix aussi, hein, parce qu'il y a une notion économique. Hein, voilà. On sait que par exemple, le coût de revient de la main-d'œuvre, voilà. Et il est de combien? Si je vous dis que le coût de revient de la main-d'œuvre, il est de 22 ou de 25 euros, qu'est-ce que ça signifie? Puis si je vous dis que le prix facturé, il est mettons 45 euros, ou voilà, 45 euros hors taxe, voilà. Il faut avoir des idées aussi sur l'économie, hein. Le nombre d'heures, il faut évaluer le nombre d'heures de chacun, c'est plus facile après pour faire le coût. Et le coût de revient, c'est... Parce que le prof d'économie va vous poser cette question-là, hein. Il va vous dire, jeune homme, quelle est la différence entre un coût de revient et un prix facturé, voilà. Alors, le coût de revient, c'est ce que ça coûte à l'entreprise de faire les travaux. Et le prix hors taxe ou le prix facturé, c'est ce que va payer le client. Ça, il faut l'expliquer un peu plus en détail quand même, hein. Voilà. Alors, ensuite, on a le matériel. Alors, le matériel, on peut présenter rapidement le matériel, hein, voilà. Parce qu'attention, 20 pages seulement, donc il ne faut pas trop non plus, on ne peut pas s'étendre, hein. Mais on distingue quand même le matériel manuel, le matériel à moteur thermique ou moteur électrique avec des avantages et des inconvénients. On peut avoir aussi le matériel de transport, hein, différents types de fourgons, de camionnettes, de camions, de 3 tonnes 5, etc. Et puis le gros matériel, alors ce que j'appelle le gros matériel, pour nous, ça va être par exemple un broyeur, ou une mini-pelle, ou par exemple une nacelle, par exemple. Voilà. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il vaut mieux, donc, en fonction de l'utilisation qu'on va en faire dans l'entreprise, il vaut mieux la louer ou l'acheter? Voilà, donc il faut faire le calcul. Il vous faut faire le calcul, combien ça coûte si je l'achète, combien ça me coûte à l'année, et si je la loue, combien ça me coûte en fonction de l'utilisation. Vous pouvez parler des modèles, des motorisations, etc. etc. Et surtout aborder aussi le côté coût de revient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien l'aborder. Et je pense que c'est le meilleur endroit où on puisse l'aborder. Parce que si vous voulez, ce qui est intéressant dans le coût de revient, c'est surtout d'expliquer le coût de revient de la main-d'œuvre ou bien celui du matériel. Mais, voilà, le coût de revient général, mais le coût de revient du matériel, ça me paraît intéressant à étudier et à présenter.
Voilà, on sait qu'un matériel il a coûté, mettons, 25 000 €, on l'amortit sur 5 ans, et puis, alors qu'est-ce que ça signifie? Et puis, il faut tenir compte aussi des réparations, le prix d'achat, les remboursements, les frais d'entretien, etc. Et ben, les frais de carburant si nécessaire, etc. Et du coup, tous ces frais-là, on va les additionner et on va évaluer le nombre d'heures d'utilisation dans l'année. Et du coup, ce grand coût là qu'on va obtenir, on pourrait éventuellement le diviser par le nombre d'heures d'utilisation, et donc comme ça, on saurait quelle partie imputer au chantier, en fonction du nombre d'heures d'utilisation sur le chantier. Voilà, donc ça se calcule en fonction de l'amortissement. Voilà. C'est ce qui nous permet, en fonction de ce coût de revient, c'est ce qui nous permet de déterminer un tarif horaire et un prix facturé. Et concernant les fournitures, eh bien, les fournitures, ça dépend de l'activité. Vous avez des fournitures qui sont plutôt relatives aux maçonneries de jardin ou à l'arrosage intégré, et puis d'autres sur les plantations. Alors bon, par exemple, si vous avez choisi une activité de maçonnerie, voilà, vous allez pouvoir parler peut-être de béton, de mortier, et à ce moment-là, peut-être vous devrez expliquer s'il s'agit d'un béton maigre, un béton gras, un béton dosé à 250 kg ou à 150, etc. Voilà. Donc vous pourrez parler aussi des fournitures, si vous avez utilisé des pierres ou des pavés, etc., ou du bois. Bon, il vous faut présenter. Alors, je pense que la difficulté, si c'en est une, il vous faut gérer page par page et qui est un peu que ce soit joli, que ce soit bien présenté, que ce soit original et que ce soit concis, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous étendre, donc vous êtes obligé de faire quelque chose de court et clair et net. Ok. Ensuite, vous avez en deuxième catégorie de fournitures, vous avez les plantes. Il ne faut pas oublier le cœur de notre métier, le cœur de notre métier de jardinier, c'est le végétal. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça passe à la trappe. Vous devez expliquer peut-être le choix de certaines plantes. Et puis, c'est peut-être l'occasion, il faut de dire ce que vous avez apporté comme engrais ou comme amendement. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller d'un cours, hein, parce que le rapport, c'est pas de recopier un cours. Il faut que ce soit un rapport, il faut que ce soit du concret, il faut que ce soit du terrain, et il faut quand le jury, quand il va procéder à la lecture du rapport, il faut qu'il sente que le candidat il y a vraiment participé, il y était. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas en faisant des copier-coller d'internet ou de cours, etc., qu'on va reconnaître, comment dire, la présence du candidat sur le terrain. Ok pour toutes ces fournitures. Alors, il y a des fournitures, il faut souvent expliquer un petit peu, présenter les quantités, et puis ces quantités, ça peut être soit en cubes, soit en volume, soit en mètres linéaires, soit en mètres carrés, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, pour chaque partie, si on veut, il y a bon nombre de détails qu'on peut développer. Alors, le chapitre suivant, c'est les plantes, c'est-à-dire dans les fournitures. Dans les fournitures, il vous faut présenter, si le sujet s'y prête, vous allez devoir présenter les plantes que vous avez utilisées. Il ne faut pas oublier que le cœur du métier, c'est quand même le végétal, et il ne faudrait pas que les jardins deviennent seulement des jardins de gravier posés sur de la bâche plastique, avec pourquoi pas on pourrait imaginer que du gazon synthétique à côté, et voilà, ce serait regrettable. Donc n'oublions pas quand même que nous sommes jardiniers. Voilà. Donc jardinier, ça veut dire quand même que vous pouvez aborder, ou vous devez quand même, dans un rapport de stage, aborder
un peu le végétal, quoi, voilà. Alors, peut-être pas la liste entière de ce que vous avez planté, mais vous pouvez en aborder une partie en précisant peut-être l'intérêt décoratif, le choix d'une palette, de forme, une palette de couleurs, etc. Essayer de justifier votre choix, végétal. Voilà. Et puis aussi, alors là je vous propose voilà, une forme de présentation avec une petite fiche, mais vous pouvez aussi expliquer si vous l'avez planté, si l'époque, vous vous rappelez si vous l'avez planté à telle et telle époque, et puis si vous les avez plantés en racines nues ou en motte, en tige, en demi-tige, vous voyez, en CP, etc. Voilà. Donc il vous faut utiliser aussi du vocabulaire technique, voilà, vocabulaire professionnel. Voilà. Sans tomber encore une fois, attention, il faut qu'on devine que c'est du terrain quand même. C'est ce qu'on appelle l'explicitation aussi. Savoir expliciter, c'est que dans votre explication transpire le terrain. Alors en parlant d'explicitation, justement, on passe à ce troisième point. Du gant 2. Expliciter les étapes, ça veut dire les expliquer, montrer comment on fait, et le montrer, et quand vous le montrez, on doit deviner, on doit comprendre que vous y étiez. Alors, pour expliciter, vous voyez, la première chose, c'est d'expliquer ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. Il ne faut pas seulement raconter ce que vous avez fait, il vous faut bien l'expliciter, c'est-à-dire ce que vous avez fait et surtout comment vous l'avez fait. Vous pouvez rajouter même des astuces perso, voilà, des astuces qu'on ne trouve pas dans les bouquins. Ok ? Donc expliciter, c'est ça, quoi. Il faut dans votre explication, vous pouvez donc y rajouter des illustrations, des schémas, des dessins, pourquoi pas des vidéos dans votre explication orale. Voilà. Alors si vous pouvez rajouter une vidéo, voilà, on voit bien, et une vidéo où vous y étiez, par exemple, voilà. Ça devient intéressant, ça devient concret, voilà. Il faut que ce soit une explication concrète, vraiment. Donc vous expliquez chaque étape, voilà, et vous expliquez bien, on apprend en faisant. On n'apprend pas que dans les livres. À l'école, on peut vous montrer des choses, on peut vous donner des bases, on peut vous donner envie aussi, mais on peut vous montrer le chemin. Mais le métier, ça s'apprend quand même sur le terrain. Alors vous essayez de donner des petits détails, des petits secrets que vous avez ou que votre maître de stage vous a refilé. Vous voyez, il faut qu'on sente les astuces, voilà, les astuces. Et puis vous pouvez faire aussi des photos avant, pendant, après. Bon, ça se fait bien, ça, voilà. N'hésitez pas à rajouter des illustrations. Alors les illustrations, il ne faut pas qu'elles fassent la moitié de la page, mais vous essayez d'enjoliver vos explications avec des dessins ou des photos, parce que s'il n'y a que du texte sur la page, franchement, c'est pas très joli, quoi, voilà. Donc n'hésitez pas à rajouter des... Alors il ne faut pas que ce soit seulement un mode d'emploi, d'accord, un mode d'emploi, mais un mode d'emploi concret. D'accord ? Si je compare par exemple à la recette des crêpes, par exemple, si je vous dis, voilà, pour réaliser des crêpes, il faut
pour réaliser les crêpes, il vous faut des œufs, de la farine, tant de machin, tant de bidule, bon voilà, et puis du lait, etc. Bon voilà, ça c'est la recette. Maintenant, si je vous raconte comment je fais les crêpes, c'est pas pareil. Hein. Moi, quand je fais les crêpes, je vais chercher mon robot, j'y mets mes œufs dedans, j'y mets mon lait, j'y mets ma farine que je suis allé chercher à tel endroit, voilà. Et puis après, je mixe tout ça et je rajoute peut-être une cuillère, une petite dose de rhum, etc. Des petits détails qui font peut-être sourire un petit peu comme ça, mais si vous voulez, c'est pas seulement la recette que je trouve maintenant sur le premier bouquin venu ou sur internet, voilà. Vous voyez la différence, quoi. Voilà, des schémas, oui, des plans, etc., etc. Et pourquoi pas, aujourd'hui, il y en a qui arrivent à mettre des vidéos, ils arrivent à rajouter dans leur PowerPoint, dans leur Keynote, des petites vidéos, parce que votre oral, il ne dure pas très longtemps. Donc si vous commencez à montrer une petite vidéo, il faut que ça dure vraiment 30 secondes, quoi. Et n'hésitez pas à rajouter. Alors si vous devez faire des plans, des coupes, il faut que ce soit des trucs de vraiment essayer de faire des trucs de qualité, par contre. Ben, on arrive à Grand 3. Grand 3, c'est la dernière partie du rapport de stage. C'est l'analyse des points forts et des points faibles, en fait. Et souvent, dans cette partie, les rapports de stage, les candidats ils abordent peu cette partie-là. Souvent, c'est fait en 4-5 lignes, comme quoi le chantier s'est bien passé, c'était joli, et le client était satisfait. Alors que quand même, dans le rapport Bac Pro, la partie analyse, c'est peut-être la plus importante. Voilà. Alors pour ça, je vais essayer de vous donner 2-3 pistes. On peut se pencher sur un diagnostic à la fois technique, hein, esthétique, écologique et économique. Voilà. On peut aborder aussi le côté social, c'est-à-dire l'organisation du personnel. Et puis, naturellement, l'aspect matériel, hein, faire un diagnostic matériel, et aborder le côté économique, hein, c'est-à-dire étudier peut-être le coût de revient, le prix facturé, peut-être faire un petit diagnostic en amont pour évaluer si ça valait plus le coup de louer ou d'acheter tel ou tel broyeur ou tel mini-pelle, par exemple. Alors, premier diagnostic, esthétique. Alors l'esthétique, c'est la beauté, c'est une impression, c'est assez subjectif en fait. Parce que ce qui est beau pour les uns n'est pas forcément pour d'autres, c'est difficile de juger. Et pourtant, il va bien falloir faire une analyse de l'esthétique. Alors, l'esthétique dans les jardins, on peut l'obtenir en respectant un certain nombre de lois qu'on appelle les lois de composition. Voilà. Par exemple, l'unité, contraste, proportion, tout ça, ou harmonie, ce sont des règles de composition qu'on peut respecter quand on construit un plan de jardin. Et donc, le but de cette analyse, c'est de peut-être de justifier, d'expliquer si dans cet aménagement on a respecté par exemple des proportions, par exemple, ou des harmonies, par exemple. Voilà. On pourrait imaginer qu'on va se servir des lois de composition pour analyser l'esthétique. Voilà. Vous avez d'autres règles, comme la logique, c'est une autre règle à respecter dans un jardin. Et puis la notion de bien-être, de confort, voilà. Ça peut être une idée d'analyse. Voilà. Alors voilà, par exemple, vous voyez, les plantes à parfum,
est-ce qu'on a tenu compte des goûts du client, et puis les luminaires aussi dans un jardin, tout ce qui est fontaine et lumière, ça c'est intéressant de pouvoir aussi analyser si on en a placé, si on les a placés au bon endroit, est-ce qu'on a utilisé des luminaires adaptés, et puis surtout les finitions, le client lui c'est ce qu'il voit, hein, il juge des finitions. Donc d'ailleurs vous aussi souvent vous avez l'œil sur les finitions. Alors mais bon, il n'y a pas que ça, voilà, mais ça en fait partie, ça fait partie des choses qu'on peut analyser, voilà. La présentation du projet, alors ça on n'y aurait peut-être pas pensé, mais quand vous présentez un devis et un projet au client, la façon de le présenter, eh ben, ça peut aider aussi, la qualité de la présentation du projet peut aider dans l'acceptation du devis. Alors concernant le diagnostic technique, bon, c'est peut-être le plus facile à comprendre et à aborder. Les règles professionnelles, est-ce qu'elles ont été respectées? Bon, ça c'est des règles faciles, c'est facilement comment dire, évaluable, c'est-à-dire les niveaux, les aplombs, les choix des matériaux, est-ce qu'on a respecté les pentes, etc. Donc ça c'est vraiment pure technique. Et du coup, est-ce qu'on a travaillé vraiment dans les règles de l'art? Voilà, si on a fait un opus incertum ou un muret, on a évité de faire des croix, on a évité les coups de sabre, etc. Voilà, donc est-ce qu'on a travaillé dans les règles de l'art? Et concernant les plantes, est-ce qu'on les a plantées à la bonne distance? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on les a bien associées les unes avec les autres? Parce que c'est pas évident, mais parce que cette association de plantes, c'est ce qui est le plus intéressant dans les jardins, c'est-à-dire est-ce qu'on a su associer les parfums, les écorces décoratives, les feuillages, les époques de floraison, etc. Si on a semé un gazon, est-ce qu'on a respecté aussi les bons dosages? Est-ce qu'on a respecté les règles de sécurité, etc., etc. Tout ça, j'appelle ça les règles professionnelles, les règles techniques. Donc, vous pouvez analyser, peut-être pas toutes ces règles, ça dépend du sujet que vous avez choisi, mais bon, il y en a certaines peut-être. Pareil, là, si vous avez planté une haie, par exemple, là, je vous en donne une, là, voilà, et ben, est-ce que vous avez respecté la servitude de plantation qui dit que si une plante au-delà de 2 mètres de haut, elle doit être plantée à minimum à 2 mètres de la clôture, voilà. Voilà, donc ça, c'est des exemples, un exemple de diagnostic, un exemple d'analyse qu'on peut réaliser. Alors, le diagnostic économique aussi, voilà, parce que je vous rappelle, vous avez un prof d'économie en face de vous, hein, lors de l'oral. Le prof d'économie, lui, il va vous inviter à éplucher la facture, mettons, le coût de revient et le devis, voilà. Et il va vous poser la question, certainement, voilà, comment passe-t-on du coût de revient à la facture? Ou quelle différence y a-t-il entre une facture et un coût de revient? Ça, c'est au niveau économique, ça peut être une question. On peut vous demander aussi les avantages et les inconvénients du statut juridique, hein, que l'entrepreneur a choisi, hein, si c'est une SARL, vous savez, une URL, une entreprise en nom propre, pourquoi il a choisi et ce statut-là, et quels sont les avantages et les inconvénients. Le coût de revient, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de choisir le coût de revient de la main-d'œuvre, d'expliquer un coût de revient, voilà, hein, ou bien le coût de revient d'un matériel. Voilà. Toujours côté économique, il existe un bouquin qui est pas trop mal quand on débute, qui donne des prix. Voilà, c'est un bordereau de prix. Donc si vous pouvez vous le procurer, bon, bah ça vous donne des indices de prix, ça explique un petit peu quel prix on pourrait demander au client. Quand on débute, c'est pratique ce genre d'ouvrage.
Et bien, enfin, le diagnostic écologique, alors, ou l'impact environnemental. Voilà. Alors, si je vous posais la question, essayez de me dire qu'est-ce que je pourrais analyser dans ce type de diagnostic-là, quels sont les différents points. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 pistes. Alors, la première, ce qui revient souvent, vraiment le plus chez les entrepreneurs paysagistes, c'est le problème de la gestion des déchets. Les déchets, si vous voulez, les déchetteries, ça coûte très très cher. Et donc on produit énormément de déchets avec les tailles, etc. Donc voilà, il faut essayer de neutraliser ce souci. Alors c'est pour ça que certains s'équipent de broyeurs. Hein, et puis le résultat, si vous voulez, le broyat est utilisé après pour faire du paillage. Et donc ça évite les coûts de déchetterie, et puis ça évite aussi des coûts de transport aussi. Voilà. Donc ça c'est bien pratique. Le choix du matériel, c'est important, thermique ou électrique, et le choix des plantes. Alors le choix des plantes, ça peut avoir un impact environnemental parce qu'il y a des plantes invasives, donc il faut éviter d'utiliser. Et puis vous avez des plantes qui vont, qui vont être intéressantes pour la biodiversité, c'est-à-dire pour accueillir les auxiliaires, pour faire en sorte qu'on évite d'utiliser des pesticides. Donc ça, voilà. Donc le choix des fournitures maintenant ou des plantes, ça peut être intéressant pour la biodiversité. Par exemple, pour les fournitures, on utilise de moins en moins le plastique, par exemple. Voilà. Parce qu'on sait que ça pollue. Et donc tout ça permet d'avoir un sol vivant, et un sol de meilleure qualité. Et tout ça c'est lié. C'est ce qu'on appelle la biodiversité, c'est respecter tout le milieu vivant, aussi bien la faune, la flore, et puis aussi bien le sol, le climat, etc. Et nous, dans les jardins, c'est notre devoir d'en tenir compte. D'ailleurs, la nouvelle loi qui est passée, là, une loi qui s'appelle la loi sur le zéro phyto, la loi Labbé, qui nous demande de réduire et de ne plus utiliser de produits phytosanitaires type insecticides, désherbants, etc. Parce que ça pollue et que ça tue toute la faune auxiliaire, quoi. Voilà. D'un point de vue écologique, les transports, c'est à prendre en compte. Hein. Il faut essayer d'éviter les transports inutiles. Comme ça limite la pollution. Et puis ça limite les coûts aussi. Voilà. Et du coup, il y a un professionnel qui m'avait dit d'ailleurs une fois, parce qu'il travaillait en bio, il travaillait en respectant l'écologie, et il m'avait dit qu'en fait, travailler en respectant l'écologie, en fait, c'était un état d'esprit. Voilà. C'est une conviction. Ma foi, je pense qu'avec le métier qu'on fait, j'espère qu'on est tous sensibles au respect de l'environnement. Alors en fonction de tous ces diagnostics, vous allez devoir apporter des solutions. Voilà, alors ça, je vous laisserai chercher. Hein. Mais donc cet ensemble de diagnostics en fonction des activités que vous avez réalisées, ça va vous amener à choisir ou à réfléchir sur des solutions d'amélioration que vous pourrez partager avec le jury ou avec votre maître de stage. Voilà. Et puis ensuite, il ne restera plus qu'à faire la conclusion. Alors pour ce qui est de la conclusion, moi je vous suggère dans la conclusion de résumer l'essentiel, de faire ressortir un petit peu les solutions envisagées suite à vos diagnostics. Peut-être aussi de nous faire part de comment vous voyez le métier demain, comment vous pensez qu'il va évoluer, et faire part peut-être aussi de vos projets professionnels
qu'est-ce que vous comptez faire après. Voilà. Eh bien, voilà pour ce qui est de cette présentation. Hein. Pour ce qui est de la grille d'évaluation, parce qu'après, vous serez évalué surtout à l'oral. Hein. Donc, il vous faut surtout, après, bien préparer l'oral. Hein. Insistez. Donc, vous faites l'écrit le plus vite possible. Hein. Il vous faut rédiger, ça prend du temps. Mais après, il vous faut préparer l'oral qui est tout aussi important. Hein, parce que c'est surtout l'oral qui est noté. Alors, pour ce qui est de la grille d'évaluation, moi je retiendrai il faut dans vos explications que ça sente le terrain, il faut que ce soit de l'explicitation, voilà, ça c'est important. Il vous faut choisir un sujet intéressant, ça c'est important parce que vous pouvez, si vous n'avez pas le sujet qui vous plaît, ça me semble difficile. Aussi, aujourd'hui, essayez de faire la différence avec d'autres au niveau de la présentation. Vous pouvez essayer de mettre un peu d'originalité dans ce que vous faites. Voilà. Et puis souvenez-vous que le rapport il fait que 20 pages. Hein. Alors 20 pages, finalement, c'est peu. Hein. Voilà. Il faut que chaque page soit bien travaillée et il faut que ce soit vraiment qualitatif. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis, moi, je reste à la disposition de mes élèves. Si vous voulez, je vous invite à passer à l'écriture le plus rapidement possible. Et puis, au fur et à mesure, si vous avez un premier jet, ben, vous pouvez me l'envoyer par mail. On apporte quelques améliorations. Et puis... plus vite vous avancez, mieux c'est, et comme ça vous pouvez vous pencher sur la préparation orale. Voilà. Alors pour la préparation orale, vous pouvez, si le keynote que j'ai fait là, ça peut vous aider. Hein, voilà. Vous pouvez, si ça vous convient, vous pouvez vous en servir de modèle. Voilà. Vous pouvez prendre quelques trucs là-dedans, c'est juste ce qui vous intéresse. Voilà. Ouais, voilà, écoutez, j'espère que ça aura été utile, que ça vous aura apporté un peu, et je vous dis à bientôt. Confinement, fini les amis, la famille, le facteur. Eh oui. Confinement, pour créer du lien, y a plus que l'ordinateur. Seulement voilà, nettoyer souris et clavier à chaque fois. Au gel hydraulique, ça le fait pas. C'est tout poisseux, c'est tout caca. Confinement, c'est ce qu'a décrété le gouvernement. C'est peut-être parti pour 15 jours, 6 mois, 1 an. Il paraît que c'est la guerre contre un virus virulent, Très méchant. Confinement, il va falloir être sacrément patient avec les chiens, les ados et les enfants qui ne prennent jamais l'air dans le même appartement. Dis donc, Raptou, Ouais, Gus. t'as fait des courses? Ben oui. T'as pris quoi alors? Alors du PQ, j'ai acheté 12 rouleaux, 3 épaisseurs de 135 feuilles chacun. Attends, laisse-moi calculer. Ça veut dire qu'on a 4860 feuilles en tout? Oui, et à raison de une feuille de 3 couches par caca et de 2 cacas par jour chacun, ça fait qu'on peut tenir plus d'1 an en confinement. Confinement, nous on est prêts pour tenir au moins 1 an. Faudrait mieux moins pour le personnel soignant.